Les années d'études sont une période spéciale dans la vie de chaque personne. Une période de plaisir, de décisions spontanées, de nouveaux amis et de premier amour. Une période où l'on n'est plus tout à fait jeune, mais pas encore tout à fait adulte. Malheureusement, le Mathius n'a pas pu profiter pleinement de cette phase de la vie. En juillet 2004, l'étudiante a disparu lors d'une promenade ordinaire sur le parking de l'université Bonn, en Afrique du Sud. Peu après, ses parents ont reçu un appel inquiétant d'inconnus qui affirmaient avoir Lee. Ensuite, l'inévitable s'est produit. Le Mathius est né en 1983 dans la famille de l'homme d'affaires prospère Rob Matthews et de sa femme Sharon. Le père dirigeait une grande entreprise informatique et était une personnalité importante dans les cercles d'affaires d'Afrique du Sud. En 1999, il a commencé à collaborer avec la bourse de Johannesburg, l'un des plus grands opérateurs boursiers au monde. Son entreprise était considérée comme la principale société informatique indépendante dans toute l'Afrique du Sud. Lee était particulièrement proche de sa mère. Elles passaient souvent du temps ensemble, allaient à la salle de sport, visitaient des salons de beauté et faisaient du shopping. Leur passe-temps commun était le scrapbooking. Elles concevaient et décoraient joyeusement des albums photos. Lee est devenue une personne empathique et compatissante. Après les événements tragiques à l'école Columbine, elle a organisé avec ses camarades de classe une collecte de médicaments pour les victimes. Pendant ses années scolaires, elle s'est consacrée au travail dans un centre de protection des animaux. Après l'école, Lee a décidé de suivre la carrière de son père dans le domaine financier. Le 9 juillet 2004, Lee s'est rendue à l'université. La veille, elle avait célébré sa fête. Le soir, ils ont dîné au restaurant avec la famille et des amis proches. La suite de la célébration était prévue pour le lendemain. Lee attendait la fête avec impatience. Après avoir convenu de rencontrer des amis le lendemain au club, elle s'est dirigée vers le parking de l'université. Depuis ce moment, personne ne l'a plus revue. Vers midi, son père Rob Matisse a reçu un appel de son numéro de téléphone. Cependant, c'était une voix étrangère. L'inconnu a informé qu'il détenait Lee. L'appelant a interdit de contacter les autorités et a exigé 350 000 rands sud-africains, environ 23 000 $ américains. Il a indiqué un lieu pour la remise de l'argent au sud de Johannesburg. Rob a compris la gravité de la situation lorsque l'inconnu a parlé de son expérience dans des cas similaires qui, selon lui, étaient toujours restés impunis. Quand Rob a entendu le léger accent, il a supposé que l'appelant venait de Libye. L'inconnu a présenté des demandes de rançon et promis d'épargner la vie de Lee si elles étaient satisfaites. Pendant un bref moment, il a laissé la jeune femme parler. Rob a entendu la voix familière. Lee a supplié son père en larmes de satisfaire toutes les conditions, puis la conversation a été interrompue. Rob et Sharon étaient prêts à tout pour récupérer leur fille. Ils ont apporté l'argent à l'endroit indiqué et ont attendu d'autres instructions. Toutes les tentatives ultérieures de joindre le téléphone de Lee n'ont abouti qu'à la messagerie vocale. Après avoir perdu le contact tant avec leur fille qu'avec l'inconnu, les parents se sont retrouvés dans une impasse et ont décidé de contacter les autorités. Un groupe de recherche a été organisé pour retrouver Lee et arrêter le coupable. Selon les enquêteurs, les personnes fortunées comme Rob sont souvent ciblées en Afrique du Sud. La police a diffusé une photo de Lee et une description de ses vêtements. Jambes bleues, haut rouge et veste en cuir noir. À la télévision, la mère Sharon s'est adressée aux ravisseurs avec une supplique. « S'il vous plaît, libérez-la. Dites-nous où nous pouvons trouver notre fille. Je vous en supplie. Donnez-lui la chance de terminer ses études et de commencer sa vie. » Les proches de la famille Lee n'ont pas perdu l'espoir d'un retour sûr de la jeune femme. Giselle Clemson, sa meilleure amie,
a raconté que tout le monde était impliqué dans la recherche. Un site web spécial est apparu sur Internet pour recueillir des informations sur le cas de Lee. Des étrangers du monde entier y laissaient des messages de soutien. Certains offraient des prières, d'autres partageaient leurs théories sur ce qui s'était passé. La famille a offert une récompense pour des informations qui pourraient conduire à retrouver la jeune femme. Les enquêteurs ont fait appel à des spécialistes en téléphonie mobile pour tenter de localiser le téléphone de Lee. Les parents, tourmentés par l'inquiétude, ont cherché leur fille pendant des heures dans les rues. Dans son désespoir, Sharon s'est même tournée vers un voyant qui a conduit la police dans une zone au-delà de Johannesburg. Mais là, la piste s'est perdue. Rob et Sharon se sont demandé si ce qui s'était passé pouvait être lié à son travail dans l'entreprise. Les enquêteurs ont recommandé à la famille Matthews de cesser le contact avec la presse pour réduire la tension. Le groupe de négociation a souligné que de tels incidents se produisent environ une fois par mois en Afrique australe. Dans cette région, de tels crimes étaient trop souvent commis pour un profit rapide. Les statistiques officielles de tels incidents en Afrique du Sud sont gardées secrètes pour des raisons de sécurité, bien qu'il soit connu qu'il y a pas mal de cas. Normalement, de tels incidents durent environ 21 jours, et la plupart du temps, les gens retournent sains et saufs auprès de leurs proches après la remise de l'argent. Selon les forces de l'ordre, le coupable s'était soigneusement préparé. Il avait choisi Lee à l'avance, étudié son emploi du temps et sa routine quotidienne, et attendu le moment propice pour son plan. Les proches croyaient que Lee serait bientôt à la maison. Ils attendaient un nouveau message concernant la rançon. Mais le 21 juillet, 12 jours après sa disparition, leurs espoirs ne se sont pas réalisés. Au sud de Johannesburg, sur la place Grasmere, se trouvait un lieu tristement célèbre pour ces incidents. Il n'y avait ni réverbères, ni immeubles élevés. Par une nuit sombre, un groupe de malfaiteurs a attaqué une famille, une femme avec sa nièce et le mari de celle-ci. Le 21 juillet 2004, un concierge faisant son travail sur la place Grasmere fit une découverte inquiétante et informa immédiatement la police. Les forces de l'ordre arrivées sur place ont établi l'identité. C'était Lee Matthews. Les enquêteurs ont découvert que ses mains étaient attellées et qu'elle portait des traces de 3 coups de feu. La zone a été immédiatement bouclée. Plus de 50 officiers, y compris des techniciens criminels, ont commencé à travailler sur place. Les experts ont déterminé que l'incident s'était produit environ 4 à 5 jours avant la découverte, une semaine après que Rube ait remis la somme exigée. Des rumeurs ont rapidement circulé selon lesquelles le paiement incomplet de l'argent exigé en était la cause, mais la police a rapidement réfuté ces suppositions. L'affaire de disparition a reçu une nouvelle classification et la recherche du coupable s'est intensifiée. La police a constitué un dossier volumineux contenant plus de 100 entretiens avec des témoins potentiels. Les enquêteurs ont également contacté des personnes qui avaient précédemment été confrontées à des demandes de paiement similaires, espérant obtenir des informations utiles pour l'enquête. À la fin du mois, de nouveaux détails sont apparus dans l'enquête sur l'incident. Selon les résultats de l'enquête, les enquêteurs ont conclu que les auteurs avaient gardé Lee au froid pendant plusieurs jours avant de l'abandonner sur la place, bien que l'incident lui-même se soit produit plus tôt dans un autre endroit. Les experts ont remarqué une particularité inhabituelle. Différentes zones présentaient différents degrés de conservation. Les enquêteurs ont interprété cela comme une tentative complexe de brouiller l'enquête. De nouvelles pistes n'ont émergé qu'au début octobre, lorsqu'un suspect a été arrêté. C'était Donovan Mudley, un étudiant de la même université où Lee étudiait. Avant son arrestation, Donovan avait parlé de l'incident à quelques amis et l'un d'eux en a informé la police. L'empreinte digitale de Donovan correspondait à une trace sur le ruban adhésif trouvé sur la scène du crime. De plus, les signaux des téléphones portables de Donovan et Lee ont été localisés aux mêmes endroits après sa disparition.
Après l'arrestation, des détails supplémentaires sont venus à la lumière. Bien qu'il ait été précédemment rapporté que Rob et Sharon n'avaient contacté la police qu'après avoir perdu le contact avec l'inconnu, cela s'est avéré faux. En réalité, ils ont immédiatement contacté les forces de l'ordre et un officier les a accompagnés à la supposée rencontre. Le coupable était embusqué dans la voiture du père de Lee. Cependant, quelques minutes avant la remise de l'argent, le point de rendez-vous a changé de manière inattendue à la demande du criminel. Lorsqu'il a estimé que le risque d'être découvert par les forces de l'ordre était trop élevé, il a quitté le véhicule. En juillet de l'année suivante, Donovan a plaidé coupable pour 3 chefs d'accusation liés à l'incident. Sa déclaration est arrivée peu avant le début du procès. À la Cour suprême de Johannesburg, son défenseur a lu une confession bouleversante sur ce qui s'était passé avec Lee. L'avocat a indiqué que son client n'avait trouvé aucun moyen de libérer la jeune femme, car il craignait d'être poursuivi. Donovan a avoué avoir préparé pendant plus d'1 semaine un plan ciblant les étudiants universitaires. Il supposait que la plupart des étudiants venaient de familles aisées qui seraient prêtes à payer pour leurs proches. Lee n'était pas une victime ciblée. Elle était simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Il est remarquable que Donovan lui-même venait d'une famille aisée et n'avait pas de difficultés financières. Seule l'avidité du gain le motivait. Selon ses déclarations, il a abordé Lee sur le parking de l'université et lui a demandé un trajet. Puis il l'a forcé, sous la menace d'une arme, à s'allonger sur le plancher du véhicule. Donovan a avoué qu'après avoir reçu l'argent, il s'est retrouvé dans une situation sans issue à cause des points de contrôle et des vérifications. Il a réalisé qu'il ne pouvait pas laisser partir Lee, car cela lui aurait valu de graves conséquences. Il a utilisé des munitions spéciales conçues pour un effet maximal. Après l'incident, Donovan a continué sa vie normale. Il a offert un bijou à sa petite amie, lui a fait sa demande en mariage et a même participé à un tournoi de volley-ball. Il a été accusé d'enlèvement et d'autres délits graves contre Lee. Devant le tribunal, Donovan a admis que ses actions étaient monstrueuses et que Lee avait subi une peur indescriptible dans ses derniers jours. Après son aveu de culpabilité, l'accusation a reçu l'autorisation d'appeler des témoins pour montrer que Donovan n'avait pas révélé tous les détails de ses actes. Les procureurs ont insisté sur la peine maximale possible. Le procureur a souligné des incohérences dans les déclarations de Donovan. Celui-ci affirmait que tout s'était passé sur la place où Lee avait été retrouvé plus tard, mais l'enquête a révélé d'autres faits. Selon l'expertise, Lee avait été exposé à de très basses températures pendant plusieurs jours avant d'apparaître sur la place. L'accusation soupçonnait un complice, mais Donovan gardait le silence sur les détails de l'incident. Les experts ont découvert sur les mains et les pieds de Lee des marques typiques du contact avec des surfaces de systèmes de réfrigération. À d'autres endroits, des empreintes de tissu ont été trouvées, possiblement d'une couverture. Une preuve importante était la quantité de liquide à l'intérieur, 400 ml au total, ce qui suggérait que l'incident s'était produit dans un autre endroit où aucune trace n'avait été trouvée. En examinant les circonstances de l'incident, les experts ont remarqué un détail important: l'absence inhabituelle de certaines traces naturelles, ce qui suggérait des conditions particulières de conservation. Plus tard, l'enquête a établi que Donovan se trouvait dans la zone de l'incident. Ceci a été prouvé par les données de son téléphone, localisé près du téléphone de Lee. À ce moment-là, il parlait au téléphone avec sa petite amie. Parmi les preuves contre Donovan, le pistolet de 9 mm trouvé en sa possession était d'une importance particulière, ayant été lié à l'incident par les experts. Lors du procès, le père de Lee a décrit Donovan comme un lâche calculateur qui ne méritait aucune clémence. Rob a souligné que la capacité de Donovan à poursuivre sa vie normale après l'incident démontrait son manque de cœur. L'accusé est resté impassible tout au long du procès, jusqu'à ce que son père Stephen soit appelé à la barre.
Celui-ci a parlé de sa fierté passée pour les réussites professionnelles de son fils, mais a admis qu'il ne restait plus rien de ses sentiments. Stephen a qualifié l'acte de son fils de monstrueux et impardonnable. Il a également noté que Donovan ne s'était jamais plaint de difficultés financières. La famille vivait dans l'aisance et il était incompréhensible ce qui l'avait poussé à faire ce pas. Le parent du coupable s'est adressé à la famille Matthews avec de profondes excuses. Nous avons profondément honte d'être liés à cet incident. Nous assumons la responsabilité car il est notre fils et le restera toujours. Nous ne pouvons pas soulager votre douleur. Je prie pour que la famille Matthews trouve la force de pardonner à mon fils. Ces paroles sincères ont profondément touché Donovan. Malheureusement, ce n'était pas le premier coup dur pour la famille de Donovan. En 2001, un incident tragique s'est produit avec le grand-père de Donovan, dont son oncle était responsable. Ce dernier n'a pas été envoyé en prison. Il a plutôt été interné pour un traitement forcé dans une clinique psychiatrique. L'accusation a insisté sur la peine maximale possible. L'avocat de Donovan a admis que son client regrettait ses actes, mais ne méritait aucune clémence. L'avocat a également souligné que Donovan n'avait avoué sa culpabilité qu'après la présentation de preuves irréfutables. Finalement, le tribunal a prononcé la sentence. Prison à vie pour le crime principal, minimum 25 ans, plus 15 ans pour séquestration et 10 ans supplémentaires pour tentative d'extorsion envers la famille Matthews. En prononçant la sentence, la juge a déclaré que les actions de Donovan étaient extraordinairement inhumaines et avaient détruit non seulement sa propre vie, mais aussi celle des deux familles. La peine que Donovan a reçue était l'une des plus sévères de l'histoire de l'Afrique du Sud. Après la conclusion du procès, les enquêteurs ont annoncé qu'ils voulaient vérifier la possibilité d'un complice dans l'affaire Lee. Ils le soupçonnaient, car Donovan évitait les récits détaillés sur la période où il détenait la jeune femme. Il ne connaissait peut-être pas tous les détails si quelqu'un d'autre était impliqué. Des contradictions dans les documents devaient être clarifiées. Quelques mois après le verdict, Donovan a adressé une demande de révision de l'affaire à la Cour suprême de Johannesburg. Il a commencé à insister sur le fait qu'il avait été victime d'un piège. En octobre 2009, Donovan a déposé des documents auprès de la Cour suprême d'appel. Il y affirmait qu'il ne devrait pas passer toute sa vie derrière les barreaux, car il n'avait pas l'intention de causer des dommages permanents à Lee. Dans ses déclarations, il a affirmé que le juge était partial en raison de l'attention médiatique accrue pour cette affaire. Dans l'interview, Donovan a insisté sur le fait que ce qui s'était passé n'était pas planifié à l'avance et qu'il méritait donc une peine plus légère. Il a qualifié sa peine de prison à vie d'infondée et excessive. Le nouveau défenseur a soutenu sa position et a souligné que l'accusation n'avait pu présenter aucune preuve de planification préalable de l'incident. Finalement, la demande de Donovan a été rejetée et la sentence est restée inchangée. Après cela, il est resté silencieux pendant un moment, mais en juillet 2011, il a déposé un nouveau recours auprès de la Cour suprême, demandant la réouverture de l'affaire. Cette fois, il a présenté une nouvelle version des événements. Prétendument, 3 trafiquants de drogue, Frank, Ali et Jumbo, l'avaient forcé à participer à l'histoire avec Lee. Selon ses dires, ils avaient la menacé de nuire à sa famille s'il refusait. Comme Donovan l'a rapporté, ils m'ont dit que les plans avaient changé et qu'ils procéderaient différemment. Ma tâche était simplement de m'asseoir dans la voiture et d'attendre. Selon les témoignages, Ali l'a guetté sur le parking et lui a bloqué le chemin vers la voiture. Elle n'était pas la cible initiale. La décision a été spontanée quand ils l'ont remarqué près de l'université. On m'a chargé d'emmener la voiture de Lee avec Frank hors du campus. Ensuite, nous devions rencontrer les autres qui détenaient la jeune femme. Frank a contacté Rob depuis le téléphone de Lee et a présenté des exigences financières. Après la remise de l'argent, l'inévitable s'est produit.
Jamba a utilisé l'arme. Donovan a affirmé qu'il craignait pour sa propre sécurité et avait supplié les trafiquants de faire preuve de clémence. Selon les déclarations, Jamba a pris les effets personnels de Lee dans sa voiture et a donné des instructions à Donovan, laissant ainsi ses traces sur les preuves. L'accusé a dit qu'il était confus et n'avait pas osé signaler les 3 impliqués aux autorités. Il a accusé les enquêteurs de manipulation des preuves et d'influence sur l'opinion publique. Cela sonnait particulièrement étrange compte tenu de son précédent aveu concernant sa participation à la disparition de Lee. Sa première demande a été rejetée, mais après 1 an, une nouvelle est apparue. Maintenant, Donovan se comparait au Christ crucifié, se décrivait comme une victime des circonstances et se plaignait du manque de soutien juridique. Il a affirmé que son aveu avait été obtenu sous la pression, mais ce recours a également été rejeté. L'affaire Lee Matthews a profondément secoué toute l'Afrique du Sud. Le procès contre Donovan n'a malheureusement pas apporté de soulagement aux proches de la jeune femme. Pendant les audiences tendues, la mère de Lee a dit en larmes que l'acte de Donovan avait détruit sa famille. « Chaque soir, nous regardons dans sa chambre, espérant y voir notre fille, heureuse, en sécurité, à la maison. Nous attendons toujours ce miracle. » A-t-elle partagé ses sentiments? Dans le monde, il arrive parfois des incidents si bouleversants que même les personnes les plus pacifiques exigent une punition juste. Cette histoire raconte comment s'est développée la personnalité d'un criminel dangereux qui a finalement reçu la peine maximale pour ses actes. Le 29 juillet 1993, il faisait particulièrement chaud dans le district d'Alice, Texas. Malgré la chaleur, les ouvriers travaillaient sur Cut-Off Road. Pendant une pause, l'un d'eux remarqua quelque chose d'inhabituel dans le feuillage dense derrière Smith Creek. Un mystérieux objet gris se trouvait à environ 100 mètres et se détachait nettement du verre. Poussé par la curiosité, l'ouvrier décida d'examiner la découverte. Il dut franchir des barbelés et se frayer un chemin à travers des ronces. Alors qu'il était encore à environ 10 mètres de l'étrange objet, une odeur inquiétante et désagréable flottait dans l'air. Les ouvriers s'approchèrent de l'endroit suspect, mais durant se couvrir le visage avec des vêtements à cause de l'odeur désagréable. Dans la végétation dense, ils remarquèrent quelque chose d'inquiétant. Leur découverte les poussa à contacter immédiatement les autorités. N'ayant pas de téléphone portable, un collègue resta sur place pendant que le second se rendit dans la ville voisine de Tellico pour chercher de l'aide. Les forces de l'ordre réagirent immédiatement et arrivèrent aussitôt sur le lieu indiqué. Lors de l'examen du terrain, ils firent une autre découverte inquiétante à 300 mètres de distance, ce qui compliqua l'enquête. Sur la rive, à environ 20 mètres du pont, une personne fut trouvée. Les vêtements étaient encore présents. Apparemment, elle avait été poussée du pont et rapidement entraînée vers la rive par le courant. L'accès à cet endroit s'avéra difficile. C'est pourquoi la police demanda l'aide des pompiers de Tellico. Avec l'aide d'équipements spéciaux, les mesures nécessaires purent être prises. Une équipe d'experts resta sur les lieux jusqu'à la nuit tombée pour chercher des preuves. Pendant que les enquêteurs examinaient la zone, les experts médicaux effectuèrent les examens nécessaires. Selon les experts, la première victime était une jeune femme. Les experts trouvèrent des traces d'une arme blanche et 2 impacts de balles d'une arme de calibre 22. Des signes d'utilisation d'un grand outil de chasse furent trouvés. Selon l'expert, c'était le cas le plus grave de sa longue pratique. Lors de l'examen, des marques particulières furent découvertes à différents endroits, dont certaines rappelaient des symboles complexes, similaires à des hiéroglyphes. L'examen médical révéla des traces d'intervention chirurgicale inhabituelles. Selon le spécialiste, cela indiquait une cruauté particulière. Des marques caractéristiques furent trouvées au poignet,
indiquant une détention prolongée. Les experts supposèrent que la personne avait été maintenue en captivité pendant un certain temps. Le spécialiste établit que tout s'était passé environ 2 jours avant la découverte. Dans le second cas, les circonstances étaient différentes. L'enquête révéla 2 blessures dans la zone de la tête, probablement causées par une arme à feu. Aucune trace de résistance ne fut trouvée. Selon les enquêteurs, l'auteur tenta d'empêcher l'identification sans connaître l'existence des méthodes modernes d'identification ADN. L'état des preuves compliqua considérablement le travail des experts. Particulièrement inquiétant était le fait que les spécialistes découvrirent des signes de traitement inappropriés des victimes. Contrairement au jeune homme, elles ne portaient pas d'effet personnel. Malheureusement, en raison des conditions météorologiques difficiles et du temps écoulé depuis l'incident, il était impossible d'établir toutes les circonstances. Les enquêteurs conclurent que les actes avaient été exécutés avec une aversion particulière. Une supposition émergea concernant une personne aux tendances perturbées. Grâce à l'examen des facteurs environnementaux, le moment exact de l'incident put être déterminé. Il se produisit probablement dans la nuit du 26 au 27 juillet. Pour confirmer cette version, les experts consultèrent un spécialiste de l'examen des impacts environnementaux. Les experts examinèrent le comportement des insectes sur les lieux et les spécialistes du laboratoire confirmèrent que la période avait été correctement déterminée. Les criminologues remarquèrent une étrange particularité. Contrairement à la première découverte, les traces de l'incident dans le second cas étaient moins prononcées. Cela souleva des questions sur les motifs et les actions de l'auteur. Il avait peut-être compté sur le fait que les preuves seraient d'eau cachée par l'eau ou emportées par le courant. Cependant, son calcul ne fonctionna pas. Les enquêteurs envisagèrent également la possibilité que certaines particularités de l'incident n'étaient pas liées à la tentative de perturber l'enquête, mais avaient un contexte plus inquiétant. On connaît des cas où les auteurs conservaient des souvenirs de leurs actes. La nature de l'incident suggérait une possible implication d'un tueur en série. L'équipe de recherche examina minutieusement les lieux de découverte des preuves. Une attention particulière fut accordée à la recherche de vêtements, mais rien ne fut trouvé près du pont. Cependant, des cheveux clairs furent à trois découverts sur une clôture de barbelés par laquelle les ouvriers s'étaient passés. Selon les enquêteurs, cette découverte pourrait être liée à l'incident. Dans les poches des vêtements de la seconde victime, on trouva un portefeuille noir contenant une carte de bibliothèque de la ville de Garrett, délivrée au nom de James Bryan King. L'information à la bibliothèque ne put être vérifiée immédiatement. Il était trop tard. Il fallut attendre le matin. Le lendemain, la police reçut un avis de disparition concernant 2 jeunes personnes de la même petite ville où se trouvait la bibliothèque. Les disparus s'appelaient Brian King et Christina Benjamin. Après avoir reçu l'avis, les enquêteurs se rendirent à l'adresse de la famille et montrèrent le portefeuille trouvé à l'homme qui les accueillit. Il identifia l'objet comme appartenant à son fils, disparu Brian. Avec lui, disparut également sa demi-sœur Christine Benjamin, une jeune femme blonde. Selon le père, il fut réveillé 3 jours avant l'incident vers minuit par un klaxon de voiture. Un véhicule inconnu klaxonna 2 fois devant la maison puis s'éloigna. À ce moment-là, Brian était allongé dans un hamac dehors, ce qui était inhabituel pour ses habitudes. Peu de temps après, environ 10 à 15 minutes plus tard, la même voiture réapparut. Le père remarqua que son fils discutait calmement avec la personne au volant. En voyant la conversation détendue, l'homme supposa qu'il s'agissait d'un des amis de Brian. Il put également distinguer un passager aux cheveux clairs sur le siège arrière, bien qu'il ne pût pas voir clairement le conducteur lui-même. Ne sentant rien de suspect, le père alla aux toilettes. Quand il revint, ni la voiture ni Brian n'étaient visibles. Il supposa que Brian était parti avec des amis et prévoyait de discuter de cette étrange situation le matin. Il alla donc simplement se coucher.
Mais le lendemain matin, son fils ne rentra pas à la maison, et comme on le découvrit plus tard, Christina avait également disparu. Les parents commencèrent à appeler des connaissances, mais personne n'avait vu les jeunes amis. Christina avait une sœur plus jeune. Elle partageait une chambre. Selon son témoignage, Brian vint chez elle cette nuit-là et réveilla Christina. Le frère l'informa que des garçons étaient devenus en voiture et les invitaient à faire la fête. Christina accepta sans hésiter. Ils quittèrent la maison à deux par la fenêtre. Finalement, les parents inquiets s'adressèrent aux forces de l'ordre. Ils mentionnèrent que Christina s'était blessée à la jambe peu avant l'incident lors d'un cours à l'école. Après vérification de cette information, il s'avéra que les experts avaient effectivement trouvé des traces d'une ancienne blessure. Christina avait les cheveux blonds, qui furent comparés à ceux trouvés sur la clôture et à ceux de sa brosse. Il s'avéra qu'ils étaient différents. C'est pourquoi les experts supposèrent que les cheveux trouvés sur la clôture pourraient provenir d'une personne ayant une couleur de cheveux similaire. Les experts découvrirent des fibres particulières sur les chaussures de la victime. Les spécialistes établirent qu'il s'agissait de peluches similaires aux tapis de voiture japonais. Cela conduisit à supposer que les inconnus étaient vont et venus la nuit avec exactement ce type de voiture. Le père de Brian se souvenait avoir vu une voiture sombre, mais ne put reconnaître ni le modèle, ni la plaque d'immatriculation. Les enquêteurs étaient particulièrement troublés par la dureté inexplicable de l'incident. S'il ne s'agissait pas d'un acte de vengeance ou d'aversion personnelle, cela signifiait qu'ils avaient affaire à une personne dangereuse qui pourrait représenter une menace pour d'autres. La seule explication pour cette agression insensée pourrait être les tendances pathologiques de l'auteur. Lors des conversations avec les amis des disparus, les policiers apprirent un détail important. Ce soir-là, Christina prévoyait de rencontrer un jeune homme nommé Jason. Malheureusement, aucun des élèves ne connaissait son nom de famille. La situation s'avéra complexe. Cependant, tous les témoins qui s'adressèrent à la police désignaient une personne, Jason Massey. L'un de ses proches connaissait ses tendances inquiétantes. Jason avait abandonné l'école, ne cherchait pas de travail, montrait un intérêt inhabituel pour les animaux sauvages et collectionnait d'étranges souvenirs. Le jeune homme affichait ouvertement ses intérêts inhabituels. Un jour, il fit une déclaration inquiétante. Avec un enthousiasme particulier, il suggéra à son ami de penser à lui s'il entendait parler d'incidents dans la région. Selon la description, Jason était un jeune homme aux cheveux clairs et bouclés, long. Son enfance s'était déroulée dans des conditions difficiles. Sa mère le traitait avec froideur, utilisait des punitions physiques et limitait même l'accès à la nourriture. Le père participait peu à sa vie. La famille changeait constamment de domicile à cause de problèmes de paiement de loyer. Parfois, il devait dormir dans la voiture. Jason grandit dans un environnement défavorable. Il fut précocement exposé à l'alcool et aux substances interdites. Il montrait souvent de l'agressivité envers les plus faibles et un comportement étrange envers les animaux. Quand Jason était encore à l'école, son père fut condamné à une longue peine de prison, mais avait déjà exercé une forte influence sur la vision du monde de son fils. Dans sa jeunesse, Jason fut impliqué dans divers petits délits, y compris des attentions indésirables envers les autres. Lorsqu'une jeune femme rejeta ses avances, il blessa son animal de compagnie pour la punir et la harcela longtemps avec des menaces. Quand le troisième enfant naquit dans la famille, Jason montra une affection particulière pour son jeune frère, mais son aversion pour les adultes ne fit que se renforcer. Avec l'âge, ses fantasmes sur les femmes devinrent de plus en plus inquiétants. Sous l'influence des histoires religieuses de sa grand-mère, il croyait communiquer avec des démons et entendre leur voix. La même année où l'incident avec les deux jeunes gens se produisit, il fut condamné à 120 jours de détention. Un policier découvrit dans sa voiture un animal blessé et une collection d'objets tranchants. Malheureusement, il fut libéré de façon anticipée et apparemment ses actes devinrent
beaucoup plus grave. Finalement, les enquêteurs décidèrent d'inviter le principal suspect à un entretien et de l'arrêter. Jason fut placé en détention pour suspicion d'un crime grave avec circonstances aggravantes. Selon les enquêteurs, il sourit étrangement quand les menottes se refermèrent sur ses poignets, comme s'il appréciait cela. Les policiers n'avaient jamais vu une telle réaction. Il ne résista pas, mais déclara avec assurance qu'il serait bientôt libre à nouveau. Après la perquisition de son appartement, on trouva de nombreuses coupures de journaux sur des incidents, une cachette avec des enregistrements vidéo spéciaux, une boîte entière de menottes et d'outils de coupe avec des traces. Dans la chambre se trouvaient des livres sur les cultes obscurs et des objets de garde-robe féminine. Lors de l'examen de la Subaru brune, les experts trouvèrent des traces suspectes, particulièrement nombreuses dans le coffre. On y trouva aussi du ruban adhésif avec des cheveux clairs qui n'appartenaient manifestement pas à Jason. Dans le véhicule, on trouva également un reçu pour des munitions, un couteau de chasse et un tapis brun dont les fibres correspondaient à celles trouvées sur les lieux. Lors de l'interrogatoire, le détenu nia son implication dans l'incident et rejeta les accusations de cruauté envers les animaux. Cependant, il suggéra l'emplacement possible de preuves et proposa de conduire la police à l'endroit présumé. Pendant plusieurs heures, il guida les officiers à travers la forêt, mais la recherche resta infructueuse. À son retour au poste, Jason demanda un avocat et refusa de parler aux enquêteurs. Peu après, la police reçut un signalement anonyme. Un informateur inconnu indiqua l'implication de Jason dans l'incident. Plus tard, un témoin important se manifesta qui avait passé la majeure partie de la soirée du 26 juillet avec Jason. Elle rapporta qu'il avait quitté la maison vers 23 heures. La jeune femme remarqua son comportement inhabituel et son agressivité, possiblement causée par la prise de certaines substances. Elle fut particulièrement inquiétée par le fait qu'elle remarqua chez lui des menottes et une arme. Bien que la situation lui parût suspecte, elle ne s'adressa pas aux autorités car elle s'inquiétait des conséquences possibles. Plus tard, il s'avéra que le jeune homme possédait effectivement un pistolet de calibre 22. L'enquête révéla que c'était exactement ce type d'arme qui avait été utilisé lors de l'incident. Les traces trouvées dans la voiture, les échantillons biologiques, appartenaient aux personnes disparues. Les enquêteurs trouvaient de plus en plus de preuves indirectes de l'implication de Jason dans l'incident. De plus, ils ne pouvaient pas expliquer où il était ce soir-là. Ses connaissances remarquèrent le comportement inhabituel de Jason et certains se sentaient même mal à l'aise en sa présence. L'ancienne professeure de Jason se souvenait qu'il montrait un intérêt étrange pour les images inquiétantes et les symboles sataniques. Les camarades de classe remarquaient souvent le comportement étrange du jeune homme. Jason admirait des personnalités notoires, Ted Bundy et Charles Manson. La professeure se souvenait comment Jason avait fait des allusions mystérieuses sur l'année 93 dans les derniers mois et la comparait aux événements de l'année 69, quand Manson commit ses actes notoires. Cependant, de telles conversations étaient quotidiennes pour lui. C'est pourquoi personne n'accordait une attention particulière à ses paroles. À ce moment-là, il n'y avait pas de preuves directes contre lui. Pour une enquête plus approfondie sur le possible lien de Jason avec l'incident, des agents du FBI furent impliqués dans l'enquête. Les experts établirent un profil psychologique basé sur les dossiers de l'affaire. Le spécialiste du FBI nota que l'affaire se distinguait par une cruauté particulière. L'auteur montrait un intérêt malsain pour l'infliction de souffrance, ce qui correspondait parfaitement au comportement du principal suspect en détention. Selon les enquêteurs, la sœur de Brian était la cible principale, et Jason avait nourri ses intentions depuis longtemps. La deuxième personne touchée était un témoin accidentel. En juin 1991, elle trouva ses notes personnelles, dont le contenu l'inquiéta.
Une liste de femmes avec des descriptions détaillées de ce qu'il prévoyait de leur faire suscita une inquiétude particulière. Christina était en haut de cette liste. Les journaux intimes trouvés effrayèrent tellement la femme qu'elle s'adressa à une clinique psychiatrique pour obtenir de l'aide. Après l'examen de ses notes, le psychiatre conclut que le jeune homme pourrait représenter un danger pour les autres et pour lui-même. Il fut admis dans une clinique pour observation et thérapie. Cependant, les experts n'étaient pas d'accord sur le diagnostic d'un trouble antisocial. La plupart des médecins ne soutenaient pas cette évaluation après les examens. C'est pourquoi Jason fut libéré sans ordonnance de traitement. Plus tard, les notes personnelles du jeune homme devinrent une partie importante des documents d'enquête. Ces fantasmes avaient complètement pris possession de sa conscience pendant une longue période. Le 17 mars 1994, Jason fut inculpé de délits graves pour lesquels la peine maximale était prévue dans l'État. Le détenu nia son implication et était convaincu qu'il serait bientôt libre. Après 3 semaines, les audiences judiciaires commencèrent. Le procureur du Texas avait l'intention de requérir la peine maximale. Le procès commença le 28 septembre 1994. Selon l'accusation, Jason Macy communiqua ses mauvaises intentions à un ami à la mi-juillet 1993. Il se procura une arme, acheta des munitions et d'autres objets et planifia comment attirer Christina hors de la maison. Utilisant Brian, il les attira tous les deux dans la voiture en promettant de les conduire à une fête. Les événements prirent un tournant tragique. Brian devint d'abord victime et quand Christina tenta de s'enfuir, Jason la rattrapa. Ensuite, l'auteur s'enfuit en ne laissant que des traces incomplètes. Un grand problème pour l'accusation était l'absence de certaines preuves matérielles importantes. De ce fait, de nombreuses preuves n'étaient qu'indirectes. L'avocat commis d'office insista sur la partialité de l'enquête. Selon ses dires, après l'apparition d'informations sur le jeune homme inhabituel, la police cessa d'envisager d'autres participants possibles. L'avocat souligna particulièrement que la plupart des preuves étaient indirectes et que les conclusions du procureur étaient spéculatives. La défense demanda une enquête plus approfondie sur le rôle du second participant qui conduisait le véhicule pendant l'incident. Dans la salle d'audience, Jason donnait l'impression d'un homme d'affaires réservé. Son défenseur mit l'accent sur le passé difficile de son client. La sœur de Jason témoigna et décrivit leur vie difficile. Ces témoignages se retournèrent cependant contre la défense, lorsque l'accusation souligna que la sœur, malgré toutes les difficultés, avait pu construire une vie décente et n'avait pas enfreint la loi. Cela signifiait que les adversités passées ne pouvaient pas servir de justification pour des actes illégaux aussi graves. Des experts témoignèrent au procès. Les experts établirent que l'incident était le résultat d'une agression. C'est pourquoi la libération du jeune homme pourrait représenter une menace sérieuse pour la société. L'un des principaux témoins était Chris Nowlin, l'ami au volant de la voiture qui emmena les jeunes gens. C'est lui qui, plus tard, transmit anonymement des informations importantes aux enquêteurs. Le jeune homme avait conclu un accord de coopération avec le procureur en échange d'un allègement des conséquences de sa participation indirecte. Selon le récit de Chris, Jason l'avait persuadé de conduire à la rencontre en inventant une histoire. Il prétendait avoir une relation avec Christina. Bien que ce ne fût pas vrai, Chris le crut en voyant comment les jeunes gens interagissaient. Le groupe se rendit à une station isolée près d'un pont. Là, Jason révéla à son ami ses intentions concernant les accompagnateurs qui impliquaient des conséquences sérieuses. Cependant, Chris ne le prit pas au sérieux, car son ami disait souvent de telles choses mais ne les réalisait jamais. Il pensa que c'était une indication de les laisser seuls et s'en alla. En relation avec les entrées du journal intime trouvées, les circonstances de l'incident avec Christina et le passé de Jason, il y avait de sérieuses inquiétudes.
Un employé de l'armurerie confirma la vente de munitions à Jason. L'examen montra leur similarité avec celles trouvées sur les 2 lieux du crime. Le lendemain, Jason se rendit dans une station de lavage auto, où il nettoya minutieusement son véhicule à l'intérieur et à l'extérieur. Les experts réussirent néanmoins à y trouver des preuves importantes. La mère de Jason raconta qu'il avait rejoint une communauté religieuse peu avant les incidents. Pendant un moment, elle crut que son fils avait réellement changé pour le mieux. Mais à en juger par ses notes personnelles, la réalité était tout autre. Le procureur devait encore évaluer toute la gravité des actes d'une personne qui pourrait encourir la peine maximale. Pendant l'une des audiences, il y a eu une découverte inattendue. Un touriste par hasard, qui se promenait dans la forêt près du lieu du crime, trouva un vieux réfrigérateur. Par curiosité, il regarda à l'intérieur et se figea à cette vue. Dans le réfrigérateur se trouvaient 3 des restes d'animaux. En outre, il y avait 4 carnets rouges et jaunes qui appartenaient à Jason. Ils étaient écrits d'une écriture irrégulière et étaient appelés « Livre des actes ». Ces journaux avaient été tenus de 89 à 93 et se terminaient à la date de l'incident avec les adolescents. Dans les notes, Jason décrivait ses expériences avec les animaux et détaillait ses plans concernant Christina. En partie, ses actions étaient liées à des sentiments négatifs envers sa mère. Sa grand-mère pourrait aussi avoir eu une certaine influence, elle qui lui parlait constamment de forces obscures. Ces notes convainquirent définitivement l'accusation que l'incident avec Christina était soigneusement planifié. Entre leurs mains se trouvaient des preuves de comment Jason, selon ses propres mots du journal, était devenu spécial. Après les plaidoiries finales de l'accusation et de la défense, les jurés se retirèrent pour délibérer. Après 3 heures, ils déclarèrent Jason Messi coupable de 2 chefs d'accusation graves. Il fallait maintenant examiner toutes les circonstances de l'affaire pour décider de la peine maximale. L'accusation s'appuya sur les entrées du journal. Selon les calculs, Jason décrivait des cas impliquant 41 chats, 32 chiens et 7 veaux. Selon ses rares connaissances, ce jeune homme considérait le comportement agressif comme un signe de force et cherchait à le démontrer. Ses notes personnelles montraient qu'il n'avait pas l'intention d'arrêter. Dans ses dernières notes, il écrivait sur son désir de devenir le criminel le plus connu des États-Unis, avec un objectif personnel de 1000 incidents dans les 20 prochaines années. Les jurés n'eurent besoin que de 15 minutes pour prononcer le verdict le plus sévère le 12 octobre 1994. Après le prononcé du verdict, le juge remarqua que cette peine était plus humaine que les actes du condamné envers les victimes. Lorsque Jason fut transféré dans l'unité spéciale, il affirma qu'il y avait un lieu secret dans la forêt, dont lui seul connaissait l'emplacement, où étaient donc cachées des preuves et des restes d'animaux sauvages. Étonnamment, l'accusé fut surpris par sa condamnation. Ses défenseurs continuèrent à faire appel. De façon surprenante, différents groupes de soutien prirent le parti de Jason, dont une organisation canadienne qui s'opposait à la peine de mort. Les militants des droits de l'homme considéraient la sentence trop sévère. Cependant, tous les appels furent rejetés. En détention, Jason communiquait activement avec les journalistes. Il affirmait comprendre ses actes et avoir changé, et essayait de convaincre tout le monde de son innocuité. Heureusement, ces déclarations insincères ne furent pas prises en compte et le flot de paroles de cet homme dangereux s'arrêta. Le soir du 3 avril 2001, Jason fut conduit dans une salle spéciale pour l'exécution du verdict. On lui servit son dernier repas choisi. Avant la procédure, Jason s'adressa aux proches de ceux à qui il avait causé du tort. Il dit aux parents de Christina que leur fille n'avait pas eu à endurer autant qu'ils le pensaient. Ensuite, il se tourna vers sa mère et sa grand-mère et remarqua que ce qui s'était passé avait rapproché leur famille. C'est pourquoi il était prêt à accepter son destin.
Jason répéta ses paroles précédentes sur le fait qu'il avait laissé Christina près de la rivière. Lorsque la procédure commença, il cita un verset de la Bible, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. À 18h20, la fin de la procédure fut officiellement annoncée. Après cela, les forces de l'ordre organisèrent de vastes opérations de recherche le long des rives de la rivière et dans l'eau elle-même, près de l'endroit où des découvertes importantes pour l'enquête avaient été faites précédemment. La nature humaine surprend parfois par sa complexité. Nos protagonistes montreront aujourd'hui où peuvent mener les mensonges et la trahison. L'attrait extérieur cache souvent les véritables intentions, et une confiance excessive peut conduire à des conséquences irrévocables. Le charme peut être trompeur, et derrière une belle façade se cache parfois une réalité totalement différente qui peut changer le destin de quelqu'un à jamais. Un dimanche soir, du 20 février 1994, un incident s'est produit sur une section isolée de la route entre Cocoa Beach et Orlando, dans le comté d'Orange, en Floride, qui allait changer la vie de la famille Newell pour toujours. Karen Newell arrêtait désespérément les voitures qui passaient sur le bord de la route. Quand l'un des conducteurs s'est finalement arrêté, on pouvait voir son mari John immobile sur le siège passager de sa voiture sous la lumière des phares. La femme a demandé urgemment un téléphone au conducteur qui s'était arrêté et a composé le 911. D'une voix tremblante, elle a supplié le répartiteur d'envoyer de l'aide rapidement. Bien que le député shérif, la police et les ambulanciers soient arrivés sur les lieux en quelques minutes, ils sont arrivés trop tard pour aider John. Les officiers ont immédiatement commencé à interroger Karen. Selon son témoignage, tout s'est passé alors qu'ils rentraient à Orlando après une sortie à la plage. Leur voiture a commencé à avoir des ratés et John lui a demandé de s'arrêter sur le bord de la route pour vérifier le problème. Karen est sortie pour ouvrir le capot. À ce moment-là, une petite limousine avec 3 occupants suspects s'est arrêtée à côté d'eux. La femme a remarqué un autocollant disant « Bad Guy » sur la vitre arrière de leur voiture. Les inconnus, qui n'ont pas remarqué Karen, sont sortis de la voiture. Elle s'est baissée et est devenue témoin involontaire des événements suivants. L'un d'eux s'est approché de la fenêtre du conducteur et a exigé le portefeuille de John. Son mari a refusé d'obtempérer et a essayé de se défendre. Une bagarre s'est produite. Ensuite, ils ont rapidement sauté dans la voiture qui attendait et ont disparu dans l'obscurité. Karen, qui était miraculeusement restée cachée, s'est précipitée immédiatement vers son mari pour l'aider. Le centre d'urgence reçut un appel alarmant de Karen. La femme était dans un état émotionnel extrême. En larmes, elle pouvait à peine parler et répétait sans cesse qu'on lui avait pris son mari alors qu'elle attendait un enfant. Karen Newell, native de la Floride ensoleillée, avait traversé de nombreuses épreuves. Dès sa plus tendre enfance, le destin ne l'avait pas gâtée avec la chaleur et l'attention de ses proches. Mais les difficultés n'ont fait que renforcer son caractère. Elle est devenue une optimiste qui rayonnait de joie et d'énergie. La belle sociable attirait les gens. Après l'école, elle s'est épanouie en une véritable beauté. Les passants la regardaient involontairement. Les admirateurs ne lui laissaient pas de répit. Chacun rêvait de gagner son attention. Cependant, sa vie privée n'était pas tout à fait fluide. Les premières relations après l'école n'ont pas apporté le bonheur. À 20 ans, Karen avait déjà 2 mariages ratés derrière elle. Après une pause dans la recherche de l'amour, elle s'est concentrée sur sa carrière. À 28 ans, commençant au printemps 1993, Karen progressait rapidement dans sa carrière. Elle avait de l'expérience dans divers postes de comptabilité et travaillait comme infirmière dans une clinique privée. La charmante brune a également essayé le métier de mannequin et participé à des concours de beauté. Mais cette porte est restée fermée
jusqu'à ce que le destin l'amène à une rencontre avec John Newell. Tout a commencé dans un petit bar à la périphérie d'Orlando. John, un mécanicien local et propriétaire d'un garage, était assis là seul. Il était respecté comme un expert dans son métier. Peu avant, sa première femme, une médecin militaire, avait annoncé leur séparation après son retour d'une mission. Elle avait rencontré quelqu'un d'autre. C'est pourquoi John était au bar, essayant de faire face à la douleur de la séparation. Mais la solitude n'a pas duré longtemps. Quand Karen l'a remarqué, elle a immédiatement ressenti de l'intérêt. Naturellement déterminée, elle s'est assise avec lui, a entamé une conversation et l'a invité à danser. John était un célibataire convoité, jeune, propriétaire prospère d'un garage automobile réputé, avec 2 voitures, sa propre maison et un compte bancaire considérable. Ce qui a commencé comme une rencontre fortuite s'est transformé en quelque chose de plus grand. Après une soirée ensemble, ils ont compris qu'un sentiment spécial était né entre eux. L'histoire d'amour de Karen et John a commencé comme dans un film romantique. Leur première rencontre s'est transformée en un profond sentiment mutuel qui les a tellement captivés qu'ils ne pouvaient bientôt plus imaginer la vie l'un sans l'autre. Karen a emménagé chez son élu sans trop réfléchir. Les sentiments se sont enflammés avec une telle intensité que les événements se sont précipités. À peine 2 mois après leur première soirée romantique, le 22 mai 1993, les amoureux ont scellé leur destin par les liens du mariage. De l'extérieur, le couple semblait fait l'un pour l'autre, et il semblait que seule la joie et la prospérité les attendaient. La réalité correspondait parfaitement aux attentes. Après le mariage, la carrière de Karen dans le monde du mannequinat a commencé à se développer rapidement. Grâce au contact utile de son mari et à sa participation régulière à des concours de beauté, elle a obtenu un poste prestigieux à la télévision. L'emploi du temps de la jeune épouse était assez chargé, comprenant de fréquents voyages d'affaires de plusieurs jours, mais elle se hâtait toujours de retourner auprès de son bien-aimé. Naturellement, John avait du mal à accepter les séparations. Il était troublé par les souvenirs de relations passées, lorsque sa première épouse avait décidé de commencer une nouvelle vie avec un autre après l'un de ses voyages. Ces inquiétudes faisaient là craindre à John que l'histoire ne se répète avec Karen, mais elle rassurait toujours son mari en peignant des images de leur avenir financièrement sûr. John admirait le sens des affaires de son élu et soutenait ses entreprises sous tous les aspects. Les époux fantasmaient souvent sur la façon dont, dans 5 ans, ils quitteraient leur travail et profiteraient de la vie sans avoir à penser aux problèmes matériels. Mais le destin avait d'autres plans. Quelques mois après le mariage, les Newell ont reçu l'heureuse nouvelle qu'ils allaient pas à bientôt agrandir leur famille. Les futurs parents étaient ravis. John a vu son rêve d'une grande famille devenir réalité. Les jeunes mariés s'efforçaient de préserver leur connexion spéciale. Ils faisaient tout leur possible pour maintenir l'excitation et la tendresse qui étaient nées entre eux dès le premier regard. Après la Saint-Valentin de 1994, ils ont décidé de s'offrir de petites vacances sur la côte de Floride. Le plan était simple, passer un week-end ensemble, se reposer de l'agitation du travail et profiter de la compagnie de l'autre. Le 20 février, John et Karen décidèrent de passer une journée à la côte. Après avoir emballé l'essentiel, ils partirent en voiture à l'est d'Orlando. Leur destination était Cocoa Beach, un endroit pittoresque au bord de l'océan, populaire auprès des surfeurs. Le couple profita de toute la journée. Ils firent un pique-nique, nagèrent dans l'océan et avant de partir, passèrent dans un magasin de surf pour faire des achats. Le voyage de retour commença déjà au crépuscule. Karen était au volant. John s'était détendu pendant la journée avec des boissons et ne voulait pas risquer son permis.
Il s'installa confortablement dans le siège passager et essaya de régler la radio gênante. Après le péage, ils entrèrent sur la route nationale. Soudain, la voiture commença à trembler. Karen sentit d'étranges vibrations dans le volant et en informa son mari. Ils décidèrent de s'arrêter pour vérifier la voiture. C'est à ce moment précis que l'incident inattendu se produisit. Les officiers arrivés sur place trouvèrent John inconscient sur le siège passager. Les enquêteurs commencèrent immédiatement la recherche des auteurs, s'appuyant sur les témoignages. Karen décrivit le véhicule des suspects en détail, soulignant particulièrement un autocollant caractéristique sur la lunette arrière. Après sa déclaration, la femme enceinte fut emmenée à l'hôpital pour examen. Il était important d'assurer le bien-être de la future mère et du bébé. Des preuves furent trouvées sur la scène du crime. Des cartouches de calibre 22. Les auteurs s'enfuirent dans une direction inconnue en emportant l'arme du crime. Cependant, dans leur précipitation, ils laissèrent intact le portefeuille de John, qui était probablement leur cible. La police déclencha immédiatement l'alarme dans 6 districts adjacents. Toutes les patrouilles disponibles reçurent une description et commencèrent à vérifier le trafic passant. Une attention particulière fut portée au véhicule portant l'autocollant « Mauvais garçon ». Les points de contrôle furent également informés de la recherche du véhicule suspect. Cependant, aucun des conducteurs n'avait vu une telle voiture et elle n'était pas non plus passée par les points de contrôle, ce qui souleva des questions supplémentaires dans l'enquête. Lorsque Karen a été transportée d'urgence à l'hôpital, les enquêteurs n'ont pas eu le temps de l'interroger sur tous les détails de l'incident. À ce moment-là, la santé de la femme et du bébé était plus importante. Heureusement, après l'examen, les médecins ont confirmé que l'état de la jeune femme était stable et qu'elle pouvait parler aux forces de l'ordre. Les enquêteurs sont arrivés à l'hôpital et ont écouté le rapport détaillé de Karen sur les événements de cette journée. Elle a raconté qu'ils n'étaient pas seuls à Cocoa Beach. Son collègue Peter Pidgey s'était joint à eux. Ils ont passé toute la journée à 3 et le soir, ils sont repartis vers Orlando dans des voitures différentes. Peter conduisait sa voiture devant et Karen le suivait à courte distance. Après le péage, ils se sont perdus. La voiture de Peter a continué et a bientôt disparu de vue. C'est alors que le volant de la voiture de Karen a commencé à vibrer étrangement. Son mari a suggéré de s'arrêter pour voir ce qui n'allait pas. Karen est sortie la première et a ouvert le capot. À ce moment, elle a entendu des freins grincer. Une voiture inconnue s'est arrêtée brusquement juste derrière leur véhicule. Des cris forts ont suivi. Karen s'est cachée derrière le capot ouvert et a entendu des personnes en chaussures Converse noirs et blancs exiger le portefeuille de son mari. Puis des détonations aiguës se sont fait entendre. Les inconnus ont disparu précipitamment, sans emporter le portefeuille qu'ils avaient exigé. Karen n'a pas pu voir leur visage. Les enquêteurs ont remarqué plusieurs détails étranges dans cette histoire, en analysant la situation, qui ont soulevé des questions sur les déclarations de Karen. Personne n'avait vu une voiture avec l'inscription « Bad Guy ». Il semblait inhabituel que les malfaiteurs qui visaient l'argent partent soudainement en oubliant le portefeuille. Il était étrange qu'ils n'aient pas remarqué la femme et n'aient pas vérifié l'espace sous le capot ouvert. Et enfin, il n'était pas clair pourquoi John, étant mécanicien, n'avait pas vérifié lui-même ce qui était défectueux, puisque Karen ne connaissait rien à la mécanique. Néanmoins, les enquêteurs se sont abstenus de tirer des conclusions hâtives et ont décidé de recueillir plus d'informations sur l'incident. En enquêtant sur les antécédents, les enquêteurs ont découvert un rapport intéressant du poste de police de Warlanda daté de 3 mois plus tôt. L'affaire concernait la famille Newell. Un soir, vers 9 heures, Karen entendit des bruits suspects venant de la cour arrière. Inquiète, elle demanda à son mari John d'aller voir la source du bruit. Quand John sortit, il rencontra 2 inconnus masqués armés de battes de baseball. Heureusement,
La lumière soudainement allumée sur le porche de la maison voisine fit fuir les malfaiteurs et ils disparurent. Le voisin, qui avait entendu le bruit, sortit voir ce qui se passait. Après être rentré à la maison, John raconta l'incident à Karen, qui appela immédiatement les secours. Les médecins constatèrent plusieurs blessures chez l'homme, mais des conséquences graves purent être évitées. Malheureusement, John ne put décrire l'apparence des inconnus. Leurs visages étaient restés couverts de masques. Après des recherches infructueuses, l'affaire fut classée. À l'époque, John supposait avoir dérangé de simples criminels. Mais maintenant, cet incident prenait une signification différente. Les enquêteurs remarquèrent un schéma inhabituel. John avait-il peut-être des ennemis ? Cela expliquerait pourquoi les agresseurs n'avaient pas pris le portefeuille. Peut-être avait-il un autre objectif ? Les enquêteurs commencèrent à vérifier le cercle de connaissances de John, particulièrement ceux avec qui il aurait pu y avoir des désaccords. Compte tenu de son entreprise prospère, les conflits possibles avec des concurrents furent également examinés. Cependant, les entretiens avec les connaissances ne donnèrent aucun résultat. Tous décrivirent John comme une personne amicale, évitant les conflits et toujours prête à aider dans n'importe quelle situation. Personne ne se souvenait de disputes sérieuses ou de rancunes cachées. Un tournant intéressant dans l'enquête survint lorsque des détails furent révélés sur un résident temporaire récemment installé dans la cour arrière des Newell. Il s'agissait d'un certain Peter P.J., une connaissance de Karen, qu'ils avaient rencontré à la plage peu avant l'incident. P.J., dont l'appartement avait été récemment cambriolé, cherchait un logement temporaire pendant le changement des serrures et l'installation d'un système d'alarme. Karen, compatissante comme elle l'était, convainquit son mari d'aider cette connaissance. Elle pensait que la présence de P.J. aiderait à surveiller la maison pendant qu'ils étaient au travail ou en voyage. John, une personne serviable, accepta d'héberger P.J. C'était pensé comme une solution à court terme, mais le voisinage temporaire s'est prolongé. Peter P.J. était un surfeur de 18 ans à l'apparence attrayante. Cheveux blonds et yeux bleus ne laissaient personne indifférent. Compte tenu des circonstances révélées, les enquêteurs ont commencé à soupçonner qu'il existait un lien particulier entre Karen et ce jeune homme. La naissance de l'enfant Newell pourrait éclairer la situation. Il n'était pas exclu que Peter P.J. puisse être le père biologique. Une situation complexe s'est développée. Une jeune femme attrayante avait apparemment une relation extra-conjugale. Sa grossesse pourrait être liée à n'importe lequel des hommes de son entourage. La question se posait, pourquoi avoir choisi la cohabitation sous le même toit ? Ce couple aurait-il pu avoir des plans concernant la fortune du mari ? Les employés de la chaîne de télévision ont remarqué la proximité inhabituelle entre Karen, 29 ans, et Peter, 18 ans. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, et leur relation dépassait la normale. Le charmant voisin a été convoqué au poste pour interrogatoire. Le lendemain de l'incident, P.J. a fait des déclarations qui correspondaient étonnamment bien à la version de la jeune femme. Il a raconté qu'il était arrivé à Cocoa Beach après le couple et qu'ils avaient passé du temps tous les trois ensemble. Là, il a consommé des boissons alcoolisées et des substances légères. Le soir, le jeune homme a pris le volant de sa voiture et a conduit à courte distance devant la voiture des Newell. Selon ses dires, après le point de contrôle, il a continué sans attendre ses connaissances, car il se dirigeait vers son port d'attache de Port-Saint. Lucie. Son histoire était cohérente et correspondait à la version de Karen. Les réponses sonnaient assurées et sans contradiction. Les enquêteurs ont commencé à l'interroger sur sa vie, essayant de trouver des incohérences dans l'histoire de sa relation avec la jeune femme. C'est alors qu'il s'est avéré que tout ce que Karen avait dit sur P.J. était faux. Contrairement à ses affirmations selon lesquelles le jeune homme travaillait comme assistant de production à sa chaîne de télévision,
la réalité était différente. En réalité, il n'avait pas de revenus réguliers. Après avoir abandonné l'école, il se débrouillait avec des petits boulots. Il tondait des pelouses et effectuait des tâches similaires. Cela suffisait pour une existence modeste, mais il ne pouvait être question d'une carrière à la télévision. Les amis de Karen ont partagé avec les enquêteurs des informations sur la véritable relation entre elle et PJ. Leur liaison avait commencé plusieurs mois avant qu'il n'emménage dans la maison de John. Pendant cette période, le jeune homme se vantait souvent auprès de ses amis de sa relation avec une femme mariée et aimait raconter l'histoire de leur rencontre. Selon sa version, tout a commencé à la mi-été 1993, lorsque la future présentatrice de télévision était supposément à Port-Saint. Lucie pour affaires. L'enquête a révélé un fait intéressant. L'histoire des voyages d'affaires à la télévision s'est avérée être une invention. La veuve de 29 ans utilisait le travail comme couverture pour ses rencontres avec son petit ami de 18 ans à Port-Saint. Lucie. Leur rencontre fut assez inhabituelle, sur l'autoroute. Le jeune homme, qui s'appelait PJ, était fasciné par l'attirante Karen avec un pendentif en forme de menotte sur le rétroviseur. Au feu rouge, il mima de façon ludique des mains menottées. Elle répondit par un sourire et ainsi commença leur romance. Le premier rendez-vous eut lieu sous les étoiles, sur la plage. La famille de PJ a raconté que le jeune homme prenait la relation très au sérieux. Il rêvait d'un mariage et était convaincu qu'il serait bientôt le père de leur enfant. Le couple passait beaucoup de temps ensemble et ne lésinait pas sur l'argent du compte de John. L'enquête progressait. Sur la base des preuves trouvées, les experts ont déterminé qu'un 22 avait été utilisé. À la recherche de nouveaux indices, les enquêteurs ont parlé avec l'ex-mari de Karen. Il s'est avéré que PJ n'était pas sa seule relation. Elle continuait à rencontrer secrètement son ex-mari dans des hôtels. L'homme a partagé des informations importantes. En novembre 1993, Karen lui avait demandé un tel dispositif. Elle l'avait justifié par des préoccupations de sécurité, après que John ait été attaqué par des inconnus. L'ex-mari l'avait cru et le lui avait donné. Quand la police l'a interrogé sur cet objet, il s'est avéré que Karen ne l'avait jamais rendu. Des vérifications supplémentaires ont montré que la femme était à ce moment-là en liberté conditionnelle pour falsification de cartes de crédit et détournement de fonds graves datant de 1989. Les conditions de sa liberté conditionnelle lui interdisaient de posséder de tels objets. Sur cette base, Karen a été arrêtée 8 jours après l'incident pour violation des conditions de sa liberté conditionnelle. Elle a été placée en détention pendant l'enquête. Quelques jours plus tard seulement, des preuves décisives sont tombées entre les mains des autorités. Au cours de l'enquête, les enquêteurs ont interrogé Louis Aragon, le demi-frère de la principale suspecte. L'homme, malgré son passé criminel, a partagé des informations importantes. En été 1993, Karen l'avait approché avec une proposition inhabituelle. Elle avait parlé à son frère de l'assurance de son mari de 500 000 $ et lui avait offert une généreuse récompense pour de l'aide dans une certaine affaire. Cependant, Louis a refusé malgré la somme alléchante. Bien qu'Aragon ait nié toute implication dans l'incident de la rue, il a informé les enquêteurs d'un incident antérieur en novembre 1993. Selon son témoignage, un certain Peter PJ était impliqué dans un incident désagréable devant la maison de John. Le plan de Karen n'a échoué que grâce à un voisin attentif qui est sorti dans la rue à temps et a fait fuir les visiteurs indésirables. L'échec a beaucoup déçu Karen. Elle avait déjà fait des plans pour une nouvelle vie. Les informations fournies par le demi-frère sont devenues un élément clé de l'enquête. Ces déclarations ont aidé à relier les différentes parties de l'affaire. Louis a raconté que sa sœur lui avait rendu visite peu après l'incident de novembre. Elle avait essayé de l'impliquer dans un nouveau plan,
mais avait été repoussé. Cependant, son ami était prêt à satisfaire tous les désirs de Karen. Vers Thanksgiving de la même année, la femme a persuadé son mari d'accueillir PJ dans leur maison. Aragon a affirmé ne pas connaître les détails des événements ultérieurs, car il n'était pas impliqué dans leur préparation. Les enquêteurs ont dû vérifier la crédibilité du témoignage du nouveau témoin. L'examen des documents d'assurance a confirmé les déclarations de Louis. Pendant le mariage, Karen avait souscrit plusieurs assurances vie pour son mari. La première de 250 000 $ était conservée dans le coffre-fort de John. Plus tard, des contrats supplémentaires ont été ajoutés, totalisant 500 000. Pour l'époque, c'était une fortune. Apparemment, le désir d'argent rapide a obscurci son esprit, et la femme a fait un pas désespéré pour obtenir l'argent de l'assurance. Elle a même commencé à demander les paiements immédiatement après l'incident dans la rue. Les petites entreprises transféraient déjà de l'argent, tandis que les grandes ont arrêté le processus, bien que Karen ait insisté avec persistance sur le paiement. Le 28 mars 1994, les autorités ont arrêté Peter P.J. Les 2 suspects ont été accusés de graves charges liées à John Newell. Le procureur soupçonnait que la femme avait épousé l'homme d'affaires Prosper dès le début pour des motifs égoïstes. Après le mariage, elle a rapidement souscrit une grande police et a ensuite ajouté des assurances plus petites. Cependant, elle n'a pas été accusée de participation directe à l'incident. Selon les enquêteurs, elle a manipulé un jeune homme séduisant mais sans éducation, qui n'avait même pas terminé l'école. Karen lui accordait de l'attention et lui faisait des promesses. Elle parlait à PJ d'un futur mariage et d'enfants et décrivait John comme un obstacle à leur bonheur. La femme a assuré au jeune homme une sécurité financière et il a cédé à son insistance. Elle a même prétendu être enceinte, tout en assurant à son mari que l'enfant était de lui. Karen s'était tellement empêtrée dans ses propres intrigues qu'elle pouvait à peine distinguer la vérité du mensonge. L'examen médical de Karen après sa sortie de l'hôpital ce jour fatidique a donné des résultats inattendus. Les tests effectués n'ont révélé aucune grossesse. De plus, il s'est avéré qu'elle avait un stérilet en place, qu'elle s'était fait poser à l'avance, ce qui rendait impossible toute conception pendant cette période. Manifestement, la femme était consciente de ce fait. Il s'est avéré que l'histoire de son état n'était qu'un stratagème habile pour influencer les hommes autour d'elle. Face à ce niveau de ruse, le ministère public a insisté pour obtenir la peine maximale possible, soutenue par des preuves solides. Le témoin principal était un jeune complice qui risquait également une lourde peine. On a pu le persuader de coopérer en lui offrant une réduction de peine. Lors du contre-interrogatoire, il a immédiatement confirmé sa relation avec Karen Newell. Selon son témoignage, leur rencontre était toujours marquée par l'intimité. Elle l'avait envoûté puis avait commencé à le contrôler et à le pousser à des actions décisives contre son mari. Cela a continué jusqu'au moment de l'incident fatal. PJ a admis que sa compagne avait conçu l'acte risqué planifié avec l'équipement sportif. Quand cette tentative a échoué, elle a commencé à élaborer un plan plus sérieux. Le complice a raconté comment, après être sorti de la voiture, il a pointé l'outil vers John. Le jeune homme a prononcé une phrase sur le divorce et a mis le mécanisme en marche. PJ a jeté le dispositif dans un plan d'eau situé à plusieurs kilomètres de la scène du crime. Des plongeurs spécialisés ont examiné la zone indiquée et ont trouvé l'objet du crime. L'expertise réalisée a confirmé le lien avec l'affaire John Newell. De plus, il s'est avéré que le numéro de série correspondait à l'objet enregistré au nom de l'ex-mari de la suspecte. En échange de cette information significative, une réduction des charges à un article moins grave lui a été proposée, contrairement à son instigatrice. Lors des audiences préliminaires,
un tableau inattendu s'est dévoilé. Les défenseurs de Karen ont choisi une stratégie agressive et ont tenté de présenter une version complètement différente des événements. Selon leur affirmation, Paige était l'initiateur de l'incident, poussé par la jalousie aveugle d'un jeune homme amoureux. Les avocats ont tenté de présenter Karen comme une participante involontaire dans une relation romantique complexe. Ils ont souligné que John avait rempli indépendamment tous les documents d'assurance, ce qui pouvait remettre en question le motif présumé aux yeux du jury. Cependant, un point important restait sans réponse. Comment Paige est-il entré en possession de l'équipement appartenant à l'ex-mari de Karen ? Il n'y avait pas d'explication plausible à cette question. Comme Paige et l'ex-mari ne se connaissaient pas, l'implication de Karen dans cette histoire devenait de plus en plus évidente. La situation a été clarifiée par l'ex-mari lui-même, qui a confirmé que Karen lui avait demandé un moyen d'autodéfense. Le 26 août 1995, la sélection du jury était terminée et les audiences devaient commencer. Cependant, les défenseurs de l'accusé se sont tournés vers le procureur avec une offre de compromis quelques minutes seulement avant le début du procès, espérant une peine plus légère en échange d'aveux. Finalement, la jeune femme a avoué son rôle dans l'organisation de l'incident. Pour cela, elle a reçu une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le 5 septembre de la même année, Paige a été condamné à 25 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle. Il a été libéré en janvier 2010. Karen, bien qu'ayant évité la peine maximale, s'est montrée insatisfaite. Elle considérait injuste que Paige, en tant qu'exécutant direct, reçoive une peine plus légère. Les proches de John, quant à eux, trouvaient injuste que Karen conserve encore des droits quelconques. Ils sont convaincus. Elle n'a pas changé et continuera après sa libération à chercher des personnes crédules pour ses manipulations.